Bonjour, bonsoir, bon après-midi, chers amis. Voilà, l'émission est toujours en ligne, donc vous pouvez la regarder à l'heure qui vous convient. C'est pour ça que je vous salue, et bien sur toutes les latitudes, en fonction de là où vous vous trouvez. Je vous remercie de donner cette importance que vous donnez à Raison Pratique, et c'est un encouragement, même si les conditions de réalisation ne sont pas toujours évidentes. Maintenant, voilà, j'entends aussi vos commentaires et j'ai déjà signalé à enfin, quelques internautes qui me reprochent de ne pas laisser parler mes invités, pas laisser assez parler. Et j'ai fait le total des minutes pendant lesquelles les gens s'expriment, et je n'ai pas du tout vérifié cette posture qui m'accuse de ne pas laisser parler les gens suffisamment. Mes invités sont majeurs, libres, ils peuvent m'interrompre comme moi je les interromps. Donc je vous répète, pour ceux qui n'ont pas compris ça, le sens que je donne à mon émission et le rôle que j'y joue. Je ne suis pas journaliste et je ne viens pas, comme le font beaucoup de gens, copier ou m'approprier un titre que je n'ai pas et que je n'ai pas envie d'avoir. Je suis sociologue, c'est dans ce sens que je fais ce travail. Donc je fais un travail d'analyste, et quand mes invités s'expriment, eh bien je les arrête, j'interromps, je fais des analyses, je fais des comparaisons, parce que j'ai observé que nous, dans notre façon d'appréhender les choses, nous restons très focalisés sur une dimension de la chose que nous abordons, et mes interventions sont très souvent pour nous permettre de comprendre qu'il y a des ramifications dans une problématique, qu'il faut faire des comparaisons. Ça nous permet de relativiser, de ne pas substantialiser et de comprendre qu'il y a des réalités sociologiques. C'est ça mon rôle. Donc ce n'est pas la peine de vous épuiser à me dire que je ne laisse pas parler assez mes invités. Si dans ce qu'ils disent, il y a à exploiter une dimension sociologique qui n'apparaît pas, même parfois aux invités eux-mêmes, eh bien, je le ferai. Donc, gardez vos commentaires. Je suis désolée, je comprends qu'il faille échanger, faire remonter ces remarques, mais écoutez aussi ce que je vous dis. Les raisons pour lesquelles je fais cette émission, c'est que je peux me permettre d'y faire des analyses et donc de converser avec mes invités. Je ne suis pas là pour, voilà, avec une liste de questions et pour interroger les gens. Voilà. Merci donc pour votre compréhension, et puis vraiment, épargnez-moi, comme je vous l'ai demandé, ce genre de remarques. Sur le reste, voilà, vous savez, cette émission, nous la faisons pour pousser les gens à réfléchir quelque peu à des problématiques qui ont été rendues tabous très longtemps dans notre société et qui continuent à l'être. Et j'entends, par exemple, de plus en plus de gens me laisser entendre que je serais noiriste. Je vous ai appris, je vous ai expliqué depuis longtemps que mon travail consiste à dénoncer les racismes, et celui en particulier antinégriste, et puis mon invité vous donnera un autre concept pour définir ce type de racisme. Donc, j'ai vu qu'on a comme ça une espèce de tendance à inverser les réalités. La victime devient la victimaire, celle qui défend, qui dénonce le racisme anti-noir devient raciste, non, noiriste. Donc je suis désolée de m'entendre qualifier de cette façon-là. Ça veut dire que non seulement les personnes qui le font sont de très mauvaise foi, parce que notre société est raciste, anti-négriste. Je le répète, je le répéterai encore tant que notre société n'aura pas changé ses rapports avec sa composante majoritaire. Donc voilà, du coup, je deviens noiriste parce que je dénonce une réalité sociologique qui est inacceptable en 2023. Donc, que les idéologues essayent de me diaboliser, et puis les personnes qui n'écoutent pas ce que je dis mais qui interprètent
peut-être un peu rapidement ou de travers ce que je dis, je suis désolée. Je ne sais pas ce que ça veut dire être noiriste. Je sais que mon travail consiste à dénoncer le racisme, tous les racismes, en particulier celui de ma société et celui dont le peuple noir est victime dans le monde entier. Toutes les grandes instances internationales l'ont reconnu, que les Noirs sont victimes d'un racisme particulier. Et aujourd'hui, donc, on va en parler avec mon invité qui est Sékou Maga, qui est de passage à la Martinique et qui aura, bon, sur cette question-là, beaucoup de choses à vous dire. Bonjour Sékou Maga. Bonjour ma sœur. Voilà, donc je vous reçois pour parler de votre livre qui vient de sortir. Hein. Il est de cette année. Bien de cette semaine. Hein. De cette semaine même, voilà. Donc je ne sais pas si Manuela a la photo du livre que je lui ai envoyé. Hein, c'est les enjeux du retour. Voilà. Donc les enjeux du retour. Journal d'un prisonnier politique colonisé. Donc Sékou Manga, vous allez nous expliquer pourquoi vous vous appelez comme ça, parce que dans votre biographie, je n'ai pas retrouvé votre nom que vous qualifiez de matricule coloniale. C'est lequel? Oui, mais c'est le nom de l'état civil. L'état civil. En tant que Martiniquais, comme tous les Antillais, nous avons des noms qui nous ont été attribués arbitrairement à l'abolition de l'esclavage. À l'abolition, entre guillemets, il faut vraiment mettre des guillemets, parce que cet esclavage n'a pas été vraiment aboli. Elle a tout simplement changé il a changé d'aspect. Donc il y a un nom, je suis né au Gros Morne, Martinique, sous le nom de Roisier, Franz. Voilà. Mais il y a exactement plus de 40 ans, j'ai dénoncé ce nom. Je suis fondateur d'une radio à Paris qui s'appelle Tropique FM. Je suis cofondateur parce que nous étions nombreux, mais j'étais le premier coordinateur et celui qui a rassemblé tout le monde autour de la notion de diaspora. Et c'est dans le cadre justement d'une émission en 1983 que j'ai demandé au public de m'appeler désormais Sékou Manga pour ne plus être seulement un matricule colonial. Alors vous vous appelez Sékou Manga, pourquoi? Eh bien, au moment où j'ai pris ce nom, je ne connaissais pas le sens. Une amie m'a aidé à chercher un nom africain parce que mon émission était intitulée Liberté d'expression et j'avais choisi un thème à un moment donné où l'émission était très forte. J'avais soulevé le débat pourquoi nous avons perdu nos noms africains. Et c'est dans le cadre de la recherche pour gérer cette émission, cette thématique, que je me suis rendu compte que nous n'avions pas perdu nos noms par hasard, mais que cela relevait d'un plan. Donc, quand j'ai compris, je dis c'est pas la peine que j'aille expliquer aux gens pourquoi nous avons perdu nos noms. Est-ce que les conditions dans lesquelles on ratait les Africains n'expliquent pas qu'ils aient perdu le nom dès le départ? Parce qu'en fait, quand on les kidnappe, parfois ça se fait de manière sauvage, est-ce que même lorsque eux disaient leur nom, est-ce que ce nom était entendu? Le nom n'a aucune importance pour le blanc esclavagiste. Si vous vous rappelez d'un film qui a eu beaucoup de succès dans les années 70 et 80, le film Racine, Roots. Oui. Et vous avez l'acteur qui s'appelait, dans le film, c'était Kunta Kinte, oui. Et on oblige Kunta Kinte à oublier son identité et on lui donne un nom qui est Toby, qui se rapporte en fait à un terme beaucoup de bassesse dans ce terme. Et lui, il rappelle qu'il s'appelle Kunta Kinte. On le frappe et vraiment au dernier moment, il finit par dire Toby, céder parce qu'il n'avait pas le choix. Donc c'est comme ça qu'on nous imposait des noms pour des matricules. Mais chez nous, c'était des numéros. À un moment donné, oui. Mais pendant l'esclavage, il faut savoir que à partir de 1685, lorsque le Code noir a été promulgué par l'Église et
notamment par Colbert, qui était le Premier ministre de l'époque, le ministre de la France. Donc, le Code noir disait, dans l'article 44, qu'un esclave était un meuble. Donc, ce n'était pas un animal, ce n'était pas non plus un humain, mais un meuble. Et que c'est en tant que tel qu'il est dans la société. Cela voulait dire tout simplement qu'on ne lui reconnaissait pas de droit. Et le texte explique, il ne peut pas hypothéquer, il ne peut pas vendre, il ne peut pas acheter parce qu'il n'existe pas. Un meuble, vous prenez un bois de manguier, vous faites une table, ce ne sera jamais un manguier, il ne va pas avoir de fruits. Donc, ce sera une table, une chaise, donc on sera au service. C'est un outil parmi d'autres. Voilà, mais pas un être humain. Parce que, pourquoi? S'il était considéré comme une bête, même une bête de somme, ça veut dire qu'en tant que bête, si jamais il s'échappait de la plantation, il redeviendrait sauvage. Et sauvage lui donnerait un statut. Il serait de nouveau dans une liberté. Donc, pour qu'il ne puisse pas être associé à quelque liberté que ce soit, c'est un meuble. Donc, si on le rencontre dans les bois, dans la forêt, c'est un meuble. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'un meuble peut bien faire dans la forêt? Il cherche quoi? Donc, on le prend, on le remet dans sa situation d'esclave. Donc, le nom n'a pas d'importance. Il n'y a pas de tas civil. Non, le nom a une importance. Oui, mais pas dans l'esprit esclavagiste. Non, en l'occurrence, il faut les faire oublier, ou leur faire oublier leurs origines, puisqu'il y a des rituels pour ça, tourner 7 fois ou 9 fois autour d'un arbre. Il y a une volonté de faire que l'Africain se coupe de ses racines, de ses origines, et qu'il oublie notamment, parce que le rituel dont vous parlez dans Kinta Kinte, c'est en fait un rituel qui est assassin, qui consiste à faire par la force, à obliger Kunta Kinte, qui sait se nommer, à l'obliger. À s'oublier. À s'oublier. Voilà. Donc, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que dans la stratégie, justement, dans l'importance identitaire, surtout sur le continent qu'on accorde au nom, eh bien, voilà, il faut lui faire oublier. Il faut faire oublier le nom. Absolument. Et le fait qu'il sera après statufié en meuble, parce que ça vient après. Ce fait-là relève effectivement d'un calcul. Et puis il y a une progression dans la déshumanisation. Absolument. Il faut aussi replacer le contexte. Oui. L'esclavage dans le monde francophone, dit francophone entre autres, par les Occidentaux, c'est considéré comme un acte religieux, c'est-à-dire c'est l'Église qui organise. C'est l'article 1 du Code noir, l'Église organise l'esclavage, et l'article 2, tout esclave doit être baptisé dans le cadre de l'Église catholique apostolique romaine dans les 8 jours. Et si l'esclavagiste, le maître qui a acheté l'esclave, ne le fait pas, n'opère pas dans les 8 jours, il est passible d'amende et on lui confisque ses biens ainsi que ses esclaves. Donc c'est une opération religieuse. L'article 3, il faut absolument que... Mais c'est la bulle papale aussi de 1500 quelque chose qui autorise... bien avant. La traite négrière, ce qu'on appelle la traite et qui en fait est un commerce. Ce commerce triangulaire, il est d'abord autorisé par la bulle papale, non? Oui, la bulle papale de 1454, du 8 janvier 1454, qui a été promulguée par le pape Nicolas V, donne l'autorisation au Portugal de commencer la traite atlantique. Je dis bien atlantique, pas transatlantique. En 1454, l'Occident ignore les Amériques, parce que c'est Christophe Colomb qui serait celui qui découvre, ce qui est une condition, c'est le conditionnel, parce que l'Afrique était la Caraïbe, les Amériques étaient déjà connues par les peuples africains. Et donc, on va prendre dans les zones que le Portugal pouvait dominer, parce que le Portugal avait commencé dans la région du Congo, qui est devenue l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville. Et donc, il ramenait les gens vers
la France vers l'Europe. Mais à partir de 1492, quand Christophe Colomb découvre cette zone, donc on va commencer. Quand il arrive dans cette zone, il n'a rien découvert du tout. Il n'a rien découvert parce qu'il avait. Non seulement il n'a rien découvert, mais il était accompagné d'interprètes africains. Bon, c'est très bien expliqué dans un livre d'un auteur qui s'appelle Pathé Diane, dans un livre qui s'intitule de Bakary II à Christophe Colomb. Donc, il a eu accès aux archives de Christophe Colomb, et Christophe Colomb savait très bien qu'il faisait un voyage accompagné de gens qui connaissaient la route et qui, en plus, lui servaient de guide et d'interprète dans les Caraïbes. Donc, il y a un très grand mensonge. Nous sommes toujours dans la falsification de l'histoire. Est écrite à la faveur des Occidentaux. Mais ça me permet de rebondir. Alors, juste pour faire un petit aparté, dans nos populations, les représentations, les discours ambiants sont « c'est nèg qui vend nèg ». Et là, vous êtes en train de nous expliquer combien c'est institutionnel. Combien ce sont les Occidentaux, les Français, la royauté française, Colbert, qui fixent le cadre institutionnel, parce que nos populations pensent en dehors des institutions. Et on leur a expliqué que, parce que les Européens ont l'art et la manière de faire disparaître toutes leurs institutions, quand ils prennent des décisions, elles sont encadrées, elles sont très officielles, ce qui leur donne une légitimité dans leurs actes. Et puis nos populations, elles réfléchissent en dehors des institutions, du rôle des institutions dans leur vie. Donc, du coup, elles vont répéter, comme on dit déjà qu'on répète, que c'est nèg qui vend nèg. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors? Eh bien, on va leur dire d'abord que la traite négrière, enfin, le terme qu'ils utilisent, le commerce transatlantique, oui, ou triangulaire. On va garder le mot, après on va peut-être l'expliquer. Il y a un commerce négrier, oui. Et donc c'est organisé par les autorités les plus importantes de l'Europe, c'est-à-dire la papauté. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de démocratie. Tous les rois d'Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout, eh bien, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Et cet Empire romain avait décrété un certain nombre de représentants de la royauté, et par exemple en Europe, en France, Charlemagne, par exemple, en l'an 800, est couronné empereur par un pape. Donc ça veut dire que l'institution la plus importante de l'époque a décidé de mettre les populations noires du monde en état d'esclavage et d'abaissement, et de les dominer. Donc c'est l'Occident qui organise le crime. Maintenant, l'Occident, par rapport à ses systèmes, à sa stratégie mondiale, va trouver un certain nombre de... Va entraîner, en fait, dans son commerce, mais on va trouver des complices, en fait. Ce ne sont pas des complices, En fait, ce sont des collabos, qui trouvent leurs intérêts, à un certain moment, à s'associer à un pouvoir étranger. Un collabo, complice, on n'est pas loin. Bon, je prends le mot collabo parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, ceux qui étaient des traîtres à la France, on les appelle des collabos, Pétain et autres. Oui. Et c'est volontairement... Et on les a fusillés à la fin de la guerre. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu une contribution, mais pour revenir à l'Afrique, l'Africain ne connaissait pas le système, mais certains Africains, parce que dire que les Africains n'ont eu aucun rôle, je crois, par rapport à la connaissance que j'ai et le temps que je vis en Afrique, les débats, les rencontres, je pense que l'Afrique n'est pas du tout une région, une zone où on organise l'esclavage. L'Afrique subit, mais nous avons des individus qui, pour certaines raisons, prennent le rôle de collaborateurs. Nous avons exactement le même cas dans le cas des Juifs. Et ça, je vais peser mes mots. Oui. Les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont collaboré avec Hitler. Oui, absolument. Bon. Il y avait plus de 100 000 Juifs dans l'armée hitlérienne.
Voilà, mais je reste juste dans la notion de collaboration. Oui, mais c'est de la collaboration. Vous avez des Juifs qui faisaient croire aux Juifs qu'on allait les délivrer, qu'on allait les protéger, alors qu'on les mettait, les Juifs parquaient leurs frères dans les trains pour les livrer dans les camps de concentration. Vous avez un livre extraordinaire de Maurice Rachfus qui s'appelle « Les Juifs dans la collaboration ». Lui-même est juif. Il a écrit ce livre avec le soutien de Simone Veil, qui est juive aussi. Et c'est préfacé par Pierre Vidal-Naquet, qui est un grand historien juif. Ils ont voulu trouver des témoignages pour expliquer le rôle des Juifs dans la destruction des Juifs. Oui, bon, mais justement... excusez-moi, je ne veux pas perdre le fil. Donc, il y a eu des Juifs dans la collaboration, c'est établi. Mais on ne dit pas que les Juifs ont collaboré. Voilà, on ne le dit pas, alors qu'en réalité, ça s'est passé. Donc, de même, il y a eu des collaborateurs noirs qui ont participé au crime sans savoir exactement les aboutissants de ce crime-là. Les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, c'est important parce que, de ce qu'on dit là, parce que les Blockwärts, ces gardiens des camps de concentration, ont été juifs essentiellement en Allemagne, à Dachau, partout. On sait que ce sont eux qui surveillaient les camps de concentration. Donc, au niveau de la collaboration, je pense que c'est important qu'on explique bien ça pour que ce soit une fois clair dans la tête de nos gens, parce que ce qui nous empêche d'avoir une vision consensuelle de notre réalité, c'est qu'on a toujours encore des gens, et je l'ai entendu récemment, qui diffusent ou qui répercutent l'idée que les Noirs ont vendu les Noirs, donc il n'y a rien à dire. On a des raisons de détester l'Afrique ou des raisons de ne pas demander une réparation. Maintenant, on a eu aussi chez les Blancs, pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 80% des Français ont collaboré avec les Allemands. Et personne ne dit, d'ailleurs la France a caché ça. Elle a essayé d'empêcher qu'on dise que les Français ont collaboré. Donc on a mis les résistants, d'ailleurs dont on a tué beaucoup après la libération, on a décidé de faire de la France un territoire de résistance. D'ailleurs, ils ont inventé le mot résistance. C'est exact. Madame Smeralda, je voudrais revenir sur justement cette volonté de l'Occident de mettre les Noirs en esclavage et dans une forme de soumission par rapport au fait que les Noirs étaient considérés comme étant une race maudite à partir des textes de la Bible. C'est très important. Si vous prenez la Genèse chapitre 9, on vous donne la malédiction de Cam. Oui, mais vous avez le contexte. On vous dit que Noé a eu 3 fils, Sem, qui donnerait plus tard le terme sémite. Bon, ce n'est pas dans la Bible, hein. Sémite n'existe pas dans la Bible, c'est un terme très 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 récent du 19e siècle. Mais on parle de Sem, pas de sémite. Ensuite, on parle de Cham ou Cam, ce qui a donné Camite. Et vous avez Japheth, qui était considéré comme les Européens, les Blancs. Donc, on a dit que les enfants de Cam sont maudits et doivent être les esclaves des esclaves de Sem et de Japheth, et que béni soit le Dieu de Japheth et de Sem, et maudit soit Canaan, le fils. Et maintenant, dans d'autres textes plus poussés, ce qu'on appelle les Talmuds, la Mishra, oui, la parce Mishnah. Que vous dites que ce sont les Juifs qui ont vulgarisé cette version-là. Oui, il n'y a aucun doute. Il y a eu des recherches qui ont été effectuées. J'ai effectué également des recherches. Ce sont des rabbins juifs, fondateurs du judaïsme, qui ont établi que les Noirs étaient maudits et que Cam était maudit. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Ouais, mais c'est pas Cam, c'est Canaan ». Mais dans la communauté juive, dans leur texte sacré, il s'agit de Cam. Et on dit que tous les enfants de Cam sont maudits parce que Cam aurait été blanc
d'après ces textes. Donc, les humains étaient blancs. Noé, sa femme, ses fils, Cam étaient blancs. Tout le monde, les 8 étaient blancs. Mais que dans l'arche... La malédiction, c'était... Attendez, dans l'arche, Cam, qui est blanc, beau, yeux bleus, je ne sais pas, il décide, il commet la bestialité dans l'arche, c'est-à-dire il copule avec des animaux. Et en guise de punition, il devient noir. On dit que c'est parce qu'il voit la nudité de son père. Non, ça c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça c'est dans la Bible. Là, je vous donne. Mais dans le Talmud, je vous donne parce dans les qu'il textes copule, qui interprètent la Genèse. C'est-à-dire, vous avez les textes de Béréchit qui sont des textes d'explication de la Genèse, de ces textes par les grands rabbins qui fondent le judaïsme. Et ils disent qu'il était blanc, il devient noir, et le noir est donc le symbole. Ce n'est pas une race créée par Dieu au départ. Il devient noir parce qu'il est maudit. Il devient noir et tous les cheveux crépus, les traits négroïdes, c'est le signe de la malédiction. Et donc, c'est ainsi que tous les Noirs du monde entier, que ce soit les Kanaks, que ce soit les Aborigènes d'Australie, que ce soit les Dravidiens de l'Inde, que ce soit les Papous de Nouvelle-Guinée, que ce soit les Noirs de la Caraïbe, etc. La planète, tous les Noirs constituent donc une race maudite qui doit être au service de l'homme blanc, juif, enfin sémite, parce que la notion de juif vient bien après, sémite et japhétique. Voilà, donc ça c'est très important. Donc c'est pour cette raison que moi-même, j'ai compris qu'il fallait nommer cet ostracisme contre l'homme noir par le terme anti-camitisme. Oui, on va y venir, mais est-ce que ça veut dire que les Juifs ou les autres avaient déjà un projet économique comme celui de l'esclavage? Parce que quand vous dites que en punissant les Noirs, enfin la malédiction consistait à les transformer en objets asservis, parce que ce sont des meubles par la suite. Est-ce que ça signifie que en amont, c'est un projet machiavélique? En amont, on se dit qu'on va développer l'esclavage et on va foutre les nègres en esclavage, où qu'ils soient, etc. Oui, je vais répondre à votre, Parce que j'ai un problème avec l'explication qu'on donne à ça. Oui. Je vais vous la donner. D'abord, il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un livre si ancien que ça. Oui, c'est très important parce que les gens ont l'impression que Moïse a écrit. La Bible... Mais les rabbins que vous citez, là, les 3 rabbins, vous les citez? Ils sont dans les années 300 et quelque chose. Ils sont au début de l'ère chrétienne. Voilà, donc c'est aussi à cette époque-là qu'on va fixer la Bible. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'Ancien Testament n'existe pas encore. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, c'est à partir de la fin du 1er siècle qu'on adopte ces écrits-là. Bon, avant le christianisme, avant le moment où Jésus est censé être là, je dis censé être là parce que ce n'est pas non plus un personnage historique, mais l'époque où on prétend qu'il existait, eh bien, on n'a pas ces textes-là. Donc, les textes viennent après. Et il faut savoir que les Juifs, aujourd'hui, qu'on croit être les vrais dépositaires de la Bible, n'ont aucun texte biblique avant le Xe siècle après Jésus. C'est-à-dire les textes les plus anciens, ce sont des textes qui se trouvent justement en Moscou et qui datent vers l'an 1000 après le christianisme. C'est le texte le plus ancien dont on dispose sous l'Ancien Testament. Bon, les gens ne le savent pas parce qu'ils répètent ce que les missionnaires leur disent sans pour autant comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour comprendre, parce que vous demandez, est-ce qu'il y a un plan et comment ça se passe plus tard, la traite négrière. La traite négrière, à un moment donné, il y a eu un débat qu'on appelle le procès de Valladolid avec Las Casas. Là, nous sommes au début du XVIe siècle. Oui, le 16e. Donc, Las Casas, c'est un Espagnol qui est un religieux prêtre, qui prêche aux Amérindiens du Mexique notamment. Et il veut... ça dit il y a l'esclavage.
Donc l'Église met ces gens aussi en esclavage. Et lui, il dit non, comment on peut les mettre en esclavage alors qu'en fin de compte, ils embrassent... Oui, ils ont une âme, ils sont... Laissez-moi vous aller dans le fond des choses. Ils disent, puisqu'ils se convertissent, ils deviennent nos frères. On ne peut pas décemment les mettre comme ça en esclavage puisqu'ils acceptent le Christ. Et donc, il y a un débat. Et l'Église va se réunir pendant un certain temps, le fameux procès de Valaloïde, où on va dire, voilà, ils sont qui parmi les fils de Noé, ces Amérindiens? Donc le débat, sont-ils de Sem, sont-ils de Cam, sont-ils de Japheth? Et là, ils arrivent à la conclusion, ce sont des descendants des Sem, ce sont des Sémites. Donc la conclusion, c'est s'ils sont Sémites, on ne peut pas les mettre en esclavage, puisque le texte ne met pas les Sémites, les gens de Sem en esclavage. Donc, il y aura toujours un génocide contre les Amérindiens, mais on ne va plus les accuser, on ne va plus les mettre en esclavage directement, parce que, en fait, ceux qui doivent être des esclaves, ce sont les enfants, les descendants de Cham, de Cam. Et donc, on décide à ce moment-là qu'on ne va pas mettre les Amérindiens, mais on va mettre les Noirs en esclavage et on va organiser l'esclavage de l'Afrique. Il y a un décalage entre le moment où, dans 2-3 siècles après, au début de l'ère chrétienne, on décide que les Noirs sont maudits et ils sont destinés à servir. Déjà dans l'âge de Noé, on décrète qu'ils sont destinés à servir. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans l'explication, mais bon, il ne faut pas qu'on s'arrête là parce qu'il faut qu'on parle de votre livre. Mais il y a un problème dans l'explication. Parce que non, la question, le procès de Valladolid, il est au 16e, oui. Et on sait les arguments qui ont été avancés et qui ont fini par dire, parce que à ce moment-là, on s'interroge sur est-ce qu'il faut mettre les Noirs en esclavage ou les Amérindiens, et on décide que non, les Amérindiens ont une âme et pas les Noirs. Mais ça, c'est récent. On avait déjà commencé, madame, non, on avait déjà commencé déjà, parce que là, nous sommes au 16e siècle. Mais les Juifs avaient un problème, avaient un projet d'asservissement des Noirs depuis le début de l'ère chrétienne. C'est ça que ça veut dire. Le texte, pour moi, peu importe l'objectif. Ah, mais la datation, elle est importante. Non, mais je ne parle pas de datation, je parle de l'objectif. C'est-à-dire, dans le texte du Talmud, de la Mishra et de la Mishnah, oui. Les textes de judaïsme, les Noirs sont diabolisés. Voilà. Maintenant, oui, mais pas destinés à être les esclaves des autres races. Ils sont diabolisés comme étant une race inférieure. Et le texte sur lequel ils vont se baser, parce qu'ils ont la Bible à ce moment-là, ils ont le texte de la Genèse qui dit « Maudit soit Canaan », donc les enfants de Cham, parce que le texte ne dit pas que Canaan a péché. On dit que c'est Cam qui a péché. Et Canaan, c'est le fils. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une décision, à cette époque-là, en tout cas, d'assimiler l'homme noir à un être abaissé qui doit être esclave. Et en expliquant que ce n'est pas une race divine, c'est une race abaissée, diabolique, qui n'était pas prévue dans la création, mais qui devient une race parce que Dieu a décidé de les faire devenir noirs. Bon, ça, les Juifs vont jouer un rôle très important. Je ne dis pas qu'ils avaient le programme, mais ils vont jouer un rôle important sur le plan idéologique. D'accord. Alors moi, je vous avoue que cette explication-là, elle ne me satisfait pas en tant que scientifique, chercheur, mais il y a une idéologie, une théorie qui veut que les Juifs aient été noirs. Au départ, qu'ils étaient des Noirs. Donc même là, on cafouille un peu. Non. C'est-à-dire que là, nous avons affaire... Des Noirs blanchis, puisque les Allemands, quand les nazis arrêtent les Juifs, on les traite de nègres un peu blanchis, quoi. Il y a cette idée que les Juifs sont des Noirs blanchis. Ce qu'il y a par rapport Bon, il y a une différence dans l'idéologie des Occidentaux qui va s'établir par rapport à l'identité des Juifs. Bon. Vous avez deux pensées sur les Juifs. Et d'ailleurs, vous avez un auteur comme Tacite, qui vit au 1er siècle, et qui parle de la destruction de la ville de Jérusalem. Et il dit, maintenant que nous parlons de la destruction de cette ville, qui a eu lieu en l'an 70 avec Titus,
qui est devenu l'empereur, c'était le général Titus. Il dit maintenant, qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Et Tacite va donner les différentes théories concernant les Juifs. Il dit, voici ce que les gens disent. Et il dit, on sait que c'est une race de noirs. Il emploie le mot aethiopos, qui veut dire les visages brûlés. Il dit, c'est une race de noirs qui joue dans les temples avec des tam-tams, des tambours et des flûtes. Donc, dans le texte du 1er siècle, la communauté juive est considérée comme des gens qui viennent d'Afrique et qui sont... Les Falachas. Oui, on peut dire que les Falachas seraient assimilés à ça. En amont de la souche. Mais il n'y a pas que dans cette zone de... Oui, parce que les Falachas mais c'est compliqué, il faut l'avouer. Bon, mais il faut qu'on fasse des recherches là-dessus. Mais par la suite, vous avez des Juifs blancs. C'est ce que vous appelez les Askénazes, qui viendraient de l'Europe de l'Est. Pas moi qui les appelle les Askénazes. C'est-à-dire que ce sont des Européens ariens venant de la région de l'Ukraine actuelle qui vont se convertir à l'époque de l'empereur Blanc et qui vont devenir des Juifs dans l'Europe centrale. Et ce sont des Européens. De ces Européens viennent justement de ces Juifs européens viennent des gens comme... Donc ça signifierait qu'il y a eu une institution juive dominante en Europe et qu'il y a des Blancs, des Européens qui se sont convertis au judaïsme. Alors, ce n'est pas c'est un peuple, un empire, l'empire khazar, qui se convertit en bloc au judaïsme. Et à quel moment l'importance des Juifs devient si remarquable que... Mais ça vient avec ces gens. Parce que alors, l'Empire khazar, alors vous avez un ouvrage, un juif même, donc oui, je connais. Arthur Koestler, vous connaissez le travail de Arthur Koestler. Et Arthur Koestler écrit un livre, il est juif, qui s'appelle Les Juifs, le livre s'appelle La 13e tribu. Et lui, il dit, s'il existe 12 juifs polonais. Il dit s'il existe 12 tribus venant de Palestine, venant de Sem, de Jacob, tout ça, il dit nous, juifs, la grande majorité des juifs dans le monde, y compris ceux qui sont en Israël actuellement, n'ont rien à voir avec la Bible. Parce que nous sommes des Européens, nous avons une souche de Caucase, nous venons des Yougours et nous sommes des Teutons, etc. Donc il le dit très bien. D'accord. Donc moi, ce que j'interroge, les raisons qui font qu'on fouille un peu, et je veux qu'on change de sujet bientôt, c'est que on parle beaucoup du rôle que les Juifs ont joué, du rôle très néfaste qu'ils ont joué dans la vie des Noirs, mais j'avoue que la traçabilité de ce rôle-là, elle n'est pas bien établie et on a du mal à bien comprendre entre les théories qui font des Juifs des Noirs, les Falachas, les gens qui se revendiquent, et puis les Askénazes, qui sont en fait des Européens qui vont se convertir au judaïsme. On ne comprend pas bien à quel moment vient ce projet absolument destructeur de considérer les Noirs, bien sûr, comme des êtres inférieurs, mais de les réduire en esclavage pour servir. Quel projet? À quel moment naît ce projet absolument, on a vu, qui n'a pas de nom? Enfin, je veux dire, c'est inédit dans l'histoire. On sort des gens de l'humanité, déjà qu'on instrumentalise leurs couleurs, on les sort de l'humanité, on les traite en meubles, etc. Il y a toute une succession de choses qui ne sont pas suffisamment bien établies. Moi, excusez-moi, madame. C'est juste de dire... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est établi. Parce que quand j'ai créé à Gorée, à Dakar, la Ligue contre l'antisémitisme, j'ai dû faire une recherche sur ce qui était écrit sur la fameuse malédiction de Cham. Et donc, j'ai trouvé beaucoup d'auteurs qui avaient fait un travail. Donc, je peux citer Ibrahima Babakake, il y a eu un certain nombre de gens qui ont voulu savoir d'où vient cette idée. Et donc, ils ont signalé
l'ensemble du mécanisme de l'anti-Kham, l'anti-Cham dans le judaïsme. Et ils l'ont établi. Et il n'y a pas que les Juifs qui ont eu ce racisme anti-noir. Vous avez les Arabes aussi. Vous me parlez du racisme. Moi, je veux savoir le lien entre ce racisme et le moment où on décide d'aller, parce que les explications qui nous sont données, qui sont peut-être plus récentes, d'aller chercher des Noirs sur le continent africain pour les réduire en esclavage et les transformer en meubles. Ça, à mon avis, même si on comprend l'origine du racisme anti-noir, on comprend moins bien comment naît ce projet qui est absolument infernal de réduire tout un peuple, puisque vous avez souligné qu'il s'agit des Noirs du monde entier. Donc, et que vous avez appelé ce mouvement l'anticamitisme. Moi, je suis d'accord avec ça, mais pour qu'on puisse... ce sont des questions qu'on laisse en suspens. Parce que nous, il faut qu'on le débattre. Non, parce qu'il faut qu'on vous entende sur votre livre « Les enjeux du retour ». Vous êtes un prisonnier politique. C'est-à-dire, moi j'ai fait le retour, je suis martiniquais. Bon, j'ai vécu en France et j'ai voyagé, mais au moment où je quitte la Martinique, où je vivais, je me rends en Afrique dans le cadre de la réparation du crime. Parce que le crime venait d'être reconnu par la France avec la loi Taubira. Donc moi je pars du principe. Pour une fois qu'il y a un pays, et la France va être le premier pays, la Cour pénale avait déjà décrété cela quelques années auparavant dans le cadre de la création de la CPI. Mais un État esclavagiste qui dit la traite négrière, l'esclavage constitue un crime contre l'humanité, donc ça veut dire que la France s'impliquait dans le crime, reconnaissait sa participation dans le crime. Selon la loi Taubira, il suffit de bien lire l'article 1 notamment. Et une fois que ça a été reconnu, je me suis dit, voilà, nous sommes des victimes. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique qui nous permet de dire que la France est criminelle parce que la France a établi une loi. Donc, je veux la réparation et mon premier droit de réparation, c'est mon droit de retourner dans ma terre, puisqu'on ne nous a pas permis ni donné un cadre pour qu'on puisse retourner après la fameuse soi-disant abolition de l'esclavage. Donc je décide de faire le tour de la Martinique, je rencontre Aimé Césaire, des événements se font à l'Atrium, je suis accompagné d'Imanié Daïla Daniel, qui était ma compagne de cette époque-là, avec notre fils, et nous décidons de créer la caravane du retour. Donc elle suit cette initiative, et nous disons au revoir au pays, et nous passons en Guadeloupe, et après nous partons. Et publiquement, je publie une plainte contre la France pour crime contre l'humanité. Et donc, je pars. Ça se passe en 2003, au mois de juillet 2003 et août 2003, ce qui signifie qu'aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans. Donc vous dites, je suis revenu définitivement le 16 août 2003 sur mon continent ancestral, dans le cadre de la réparation du crime commis par la France. Je ne peux décemment pas demander aux autorités de la République démocratique du Congo de vivre chez moi en Afrique. Vous êtes prisonnier politique, donc vous quittez la Martinique parce que vous apprenez que la France reconnaît qu'elle a commis un crime contre vous. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'apprends, puisque je travaille dessus. C'est-à-dire depuis les années 80, nous faisons les premières réunions pour que ce soit reconnu comme l'Ukrainette, un certain nombre de personnes. Nous nous réunissons à Paris et nous sommes bien en avance, bien avant que Christiane Taubira ne prenne conscience de ces choses. Oui, qui ne fait que porter le projet. Voilà, elle ne fait que porter le projet. Bien sûr. Bon, donc, on finit par avoir gain de cause. Et nous disons que notre stratégie maintenant va changer. Et donc, je rentre sur le continent. Arrivé sur le continent, je suis reçu. Dans quel pays? Alors, j'arrive par le Sénégal. Je rentre au Sénégal. Mais j'ai un passeport français parce qu'il n'existe pas de statut me permettant de voyager en dehors de mon cadre colonial. Donc, j'arrive au Sénégal avec Imani, avec un passeport français. Et j'arrive à l'aéroport, mais dans l'avion,
alors je dis entre parenthèses, il y avait une compagnie qui avait accepté de nous sponsoriser et de nous donner des billets d'avion pour partir dans le cadre justement de cette réparation. Pour ne pas la citer, c'était la compagnie Corsair qui a eu cette générosité de nous donner les moyens de partir. Donc on est parti, parce que j'ai dit, bon, c'est un peu compliqué et même indécent que nous soyons partis gratuitement dans les chaînes et que nous revenions en payant des billets pour revenir. Donc j'ai demandé à la compagnie, elle a accepté. Nouvelle Frontière a accepté de me donner des billets, de nous donner des billets. J'arrive au Sénégal et dans l'avion, carte d'embarquement, parce que je suis un étranger, donc pourquoi vous venez, etc., au Sénégal, et puis nationalité. Donc je vais écrire sur le papier nationalité, je dis, mais je ne peux pas mettre française, puisque je ne reconnais pas la France dans sa légitimité vis-à-vis de son crime. Donc, j'écris nationalité Union africaine. Il m'a nié, Dalila Daniel me dit, mais qu'est-ce que tu as mis? Je dis, regarde, elle regarde, et puis elle met la même chose. Et le fiston aussi. Arrivé à l'aéroport, donc la police nous attend, l'avion, les gens descendent, et puis on dit, monsieur, remplissez correctement la feuille. J'ai dit, pourquoi? On dit, oui, mais regardez, cette nationalité, ça n'existe pas. Il ne riait pas. Là, c'est moi qui ris, mais le gars ne riait pas. Et donc, j'ai dit, écoutez, je suis vraiment désolé de vous mettre dans une situation embarrassante, mais la France reconnaît qu'elle a commis un crime. Et je suis victime, je suis parti il y a 400 ans. Donc, je m'implique dans tout le projet. Il y a 400 ans que je suis parti, j'ai quitté le continent de force, maintenant je reviens. Et donc, je ne peux pas écrire français aujourd'hui. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre ça en considération. Donc, là, je mets l'officier de police dans l'embarras et il me dit, monsieur, mettez-vous de côté. Et donc, tout le monde descend. Mais il est 2 heures du matin. Et donc, c'est là que ce policier va appeler le responsable de l'immigration, qui est obligé de se réveiller la nuit et pour venir voir le cas. Et donc, il me dit, voilà, je suis responsable de l'immigration, vous avez un problème, lequel? Donc, j'explique la même chose avec beaucoup de respect. Il me regarde, il comprend la pertinence de mon propos, et il dit, mon frère, rentre chez toi. Donc, c'est comme ça que le Sénégal a ouvert les portes. Et je suis resté plus de 8 ans au Sénégal. Et le président de la République, Abdoulaye Wade, a dit, ce monsieur, je ne veux pas qu'il ait, cette famille ne doit pas avoir des problèmes ici. Donc, ils sont chez eux, ils sont revenus. Et ce sont des gens comme ça qui vont permettre à l'Afrique de s'unir et d'avoir un même passeport pour le continent. Donc, le propre avocat du président est venu vers moi pour me dire, je veux être aussi votre avocat pour la défense de cet esprit-là. Et c'est monté jusqu'à l'Union africaine. Et donc, nous avons eu, la caravane du retour, un soutien. Bon. Et donc, ce n'est que lorsque je suis parti du Sénégal, que je devais venir en France pour des raisons de famille, je devais retourner vers la France, que j'ai demandé, pour pouvoir voyager, un laissez-passer. Et l'ambassade de France, quand ils ont compris que le problème politique que je posais, m'ont dit, écoutez, avec un laissez-passer, vous allez arriver en France, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, donc permettez-nous de vous aider un peu et de vous donner un passeport provisoire valable pour 1 an. Comme ça, vous allez réfléchir, mais au moins quand vous arrivez, vous allez pouvoir vous débrouiller, sinon avec le laissez-passer, vous ne pourrez rien faire en France. Donc, permettez qu'on vous propose là. Donc, je l'ai accepté et je suis arrivé avec un passeport vert à Paris, contrairement aux gens qui ont un passeport marron. Et plus tard, je suis allé, donc j'ai renouvelé un passeport parce que celui-là n'était pas... Je suis resté 4 ans en France, et donc il fallait retourner de nouveau en Afrique, mais cette fois au Congo. Et je suis arrivé avec un passeport français, mais toujours avec la philosophie du retour, parce que je n'ai pas d'autres moyens. L'Afrique n'a pas de dispositions juridiques ni les Antilles pour nous permettre de pouvoir voyager dans le monde comme ça. Donc c'est ainsi que depuis 8 ans,
Depuis 2015, je vis au Congo sans problème. Je fais des émissions à la télévision, sous la télévision du président de la République, qui a sa propre télévision, 2 télévisions, et je suis invité, je fais des émissions, etc. Bon, je n'ai aucun problème, je circule dans le pays, je n'ai aucun problème avec personne. Jusqu'au jour où, en 2022, je décide de traverser le pays. C'est un pays énorme. C'est le plus grand des pays africains parce qu'il va pratiquement de l'ouest à l'est. Il traverse. Il n'y a que la Tanzanie ensuite qui permet d'arriver à l'océan Indien. Et donc, je décide de traverser par la route à la recherche, je fais mon pèlerinage personnel sous la terre, à la recherche d'une terre pour faire, dans ce qu'on appelle le berceau de l'humanité, le bassin du Congo, là où les fleuves, le Nil, le fleuve Congo prennent leur source, j'ai décidé d'aller là-bas pour chercher un lieu qui pourrait servir de lieu de pèlerinage. Oui, dans le projet que vous avez. Voilà, c'est le projet. Et c'est au cours de ce trajet qu'on me contrôle et on me dit, vous êtes un Français, vous n'êtes pas en situation régulière, et on me met en prison, voilà, avec... en me disant, vous êtes un Français, c'est tout. On ne vous connaît pas en tant qu'autre chose, nous n'avons pas de... Vous êtes Français, donc en tant que Français, vous devez... Oui, vous aviez un passeport français. J'ai pas le choix. J'avais un passeport français, mais au Sénégal, j'avais un passeport français. Mais le Sénégal a dit non, non, non. Le président Wade a dit, ce monsieur, on comprend son problème et il faut qu'il soit soutenu et respecté. Le Congo m'avait permis d'être là sans problème, mais ce jour-là, le système d'immigration a décidé de me mettre en prison tout de suite. Et donc, je suis resté en prison. Et alors, l'anecdote... Donc, votre livre, c'est chaque jour passé en prison jusqu'au 62e jour. Voilà, c'est ma réflexion. C'est-à-dire, je sais des choses, mais je prends aussi conscience que l'Afrique met les États africains, qui sont des États artificiels, tous. Les frontières sont artificielles. Et les États aussi. Absolument. Voilà. Parce qu'il faut aller à la conférence de Berlin pour comprendre comment les Européens, sans la présence d'aucun Africain, ont découpé. Et que les États actuels sont des résultats directs de la conférence de Berlin. Et donc, tout ce qui était avant cette invasion occidentale n'est plus respecté. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte des empires et des royaumes qui étaient là. Moi, je dis aucun, c'est très important, aucun Sénégalais n'a été déporté. Aucun Congolais n'a été déporté. Aucun Ivoirien n'a été déporté. Aucun Égyptien n'a été déporté. Pourquoi? Parce que ces identités qui datent à partir de 1885, c'est au moment où l'esclavage est aboli. Donc ça veut dire que ceux qui sont partis en esclavage n'étaient pas dans ces institutions coloniales. Ils étaient dans les royaumes. Ils étaient des Bambara, ils étaient des Wolof. Oui, c'est ça. Donc, ils avaient des noms d'ethnies, etc. Pas des ethnies, de nations. De nations, oui, on peut définir ça. Et donc, lorsque ces nations sont déportées, ce sont des peuples autochtones qui se retrouvent aux Antilles au même titre que les Taïnos, que les descendants des Arawaks ou les Kalinago des Antilles. Nous sommes victimes d'un système, mais nous sommes des autochtones. Donc, quand je prends conscience de la réparation, je dis, je ne peux pas. C'est pas un Sénégalais, c'est pas le Sénégal. Le Sénégal ne m'intéresse pas. La RDC ne m'intéresse pas, parce que ce sont des entités qui sont dans une forme de collaboration avec le système. Sauf que le traité de Berlin de 1885 n'a pas été dénoncé. Donc, vous voyez les séquelles de ce découpage arbitraire sur les États africains, les guerres dans lesquelles on a installé les peuples et la difficulté qu'il y a à s'envisager, parce que pendant 2-3 siècles, eh bien, les gens vivent sur un modèle occidentalo-destructeur. Et comment on fait justement? Donc là, vous êtes en train de vraiment de soulever... c'est un tsunami, quoi. C'est un tsunami. Mais en même temps, c'est intéressant, parce que pour nous, comme on n'a pas... Voilà, 3 heures d'émission, malheureusement. Pour nous, il faut comprendre, le titre de votre livre, c'est « Les enjeux du retour au pluriel ». Vous êtes un prisonnier politique après... combien 20, presque 20, non. 20 ans. 20 ans Aujourd'hui, passés. ça fait 20 ans de retour. 20 ans passés sur le continent.
que vous estimez avoir été massacrés et disloqués arbitrairement, vous reprenez les choses à leur origine. Oui. Vous considérez donc la situation des Noirs à partir du moment où ils étaient dans des royaumes. Effectivement, les kidnappings ont fait que, voilà, quand on les déporte, aujourd'hui, quand les gens cherchent font des recherches sur leur ADN ou de leur ADN, ils se situent dans les régions. On leur dit, vous êtes du Nigeria, vous êtes de Casamance, vous êtes etc. Et ça a quand même du sens, parce que là, on travaille sur les ADN. Oui, mais ça n'a pas de sens profondément, parce que nous sommes dans... Oui, mais par des zones, par zone. Non, c'est-à-dire, c'est même pas parce que les gens se sont mélangés. Oui. Parce qu'on vient de tous les peuples autochtones d'Afrique, on s'est mélangés en diaspora, oui. On avait... un même ennemi qui nous disait vous êtes noir. C'est comme ça qu'on nous mélangeait. On ne disait pas tu viens de telle région, on avait besoin de toi. Oui, mais l'ADN permet de spécifier. Mais c'est-à-dire qu'on cherche, il y a un commerce qui consiste à dire à des gens qui sont perdus, qui veulent retrouver leurs ancêtres, à leur dire voilà, tu as une majorité de sang venant de cette région-là, donc tu es du Cameroun. Tu serais en partie du Nigeria. Et les gens sautent dessus. Oui, mais on peut localiser, ça peut servir. C'est mieux que le trou noir, enfin. Oui, non. C'est-à-dire, il y a un commerce derrière, un business qui rapporte des milliards à qui? C'est-à-dire qu'on va utiliser la faiblesse de l'homme qui a besoin de se retrouver et on lui dit, voilà, tu es du Cameroun. C'est-à-dire, on le remet dans une case. Et il va aller voir l'État. Il va dire, voilà, mon ADN dit que je viens d'ici, donc c'est jamais vrai, totalement, mais donc je peux être camerounais. Mais quand vous appelez Denzel Washington ou bien Eddie Murphy ou Oprah Winfrey et que vous dites, je suis de telle région parce que mes ADN, on va vous ouvrir les bras. Parce que c'est un business qui va se faire. Non, il y a des gens beaucoup de simples conditions qui sont reçues. Oui, mais excusez-moi, je vis en Afrique dont je sais de quoi je parle. Oui, mais... J'aime les Africains parce que je suis un Nubien africain comme eux. Mais je vais vous donner une expérience. J'ai vécu dans un pays où on m'a demandé de faire partie, d'être le conseiller d'un président sous cette question-là et qu'ils ne pouvaient pas avancer leur projet de la diaspora, un ministère au Sénégal, pour ne pas les citer, parce que je n'ai rien à cacher. Il y a un ministre, il me dit, voilà, on a besoin de toi, voici ce que le président souhaite pour la diaspora, et je ne peux pas accomplir ce projet sans vous. Donc, acceptez la nationalité sénégalaise et vous devenez conseiller du président pour les affaires de la diaspora. Il est ministre de la diaspora. Donc, je dis oui, c'est un honneur. Donc, on me dit, voici vos bureaux, vous avez tout un service à votre disposition, maison et tout. J'ai dit oui, c'est bien, je suis très content de cet honneur qu'on me fait. Mais je suis obligé de ne pas accepter parce que je ne me retrouve pas en tant que Sénégalais. Parce qu'au Sénégal, vous avez le sud du Sénégal qui est en guerre depuis plus de 40 ans. Les Casamançais veulent leur indépendance. Moi, comment voulez-vous que je me situe vis-à-vis des Casamançais, d'autant plus que j'ai de la famille en Casamance. Donc, je ne peux pas accepter. Alors, les enjeux du retour, c'est d'abord sortir des définitions ou de ce que le traité de Berlin a institué, c'est-à-dire des pays qui ont des noms, qui ont ramifié ou raboter un certain nombre de populations, de nations, de ethnies. Bon, on va garder le mot nation, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez une diaspora importante dans le monde, puisque le noir est atomisé, éclaté sur le monde, sur la planète entière. Ça aussi, c'est un problème, parce qu'on précise qu'il occupait toute la planète avant tout ça. Oui. Donc maintenant, il est explosé sur la planète entière par la volonté d'Occidentaux qui avaient, je ne sais à quel moment, qui avaient quel plan, et puis à quel moment ils ont vraiment commencé à s'imaginer que finalement, ces nègres-là, on va les foutre en esclavage parce que notre projet... voilà. Il y a quand même c'était le business, c'était l'économie. Oui, mais il y a quand même un récit. Et c'était l'occupation des terres, des peuples. Mais là, on commence avec la colonisation, c'est hier.
les Européens ont quoi, 8000 ans vraiment, ils ont vécu un tas de péripéties, ils arrivent, je ne sais pas, il y a vraiment 2000 ans avec leur histoire de Jésus-Christ, il y a quoi, il y a 2000, peut-être un petit peu plus maintenant. Moins que ça. Voilà, donc c'est quoi? Il y a quand même une difficulté à bien cerner. Maintenant, on dit, dans les enjeux du retour, je voudrais que pour nos téléspectateurs, qu'on s'arrête un peu, parce qu'il y a actuellement ce grand mouvement, ce grand désir de se reconnecter au continent. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Vous leur dites aujourd'hui, il n'y a pas de nationalité, tout ça là c'est de la foutaise, on est une sorte de bouillabaisse, et encore, on s'est mélangé, ultra mélangé, voilà. Mais il faut trouver un peu d'ordre et donner un peu de repères aux gens. Je veux expliquer les repères. Oui, il faut expliquer, parce que nos gens sont fragiles aussi mentalement, parce que cette démarche de retourner dans une Afrique qui n'est même pas Afrique, c'est encore un nom qu'il faudra revisiter, et qui est chamboulée, qui est maltraitée, malmenée, qui est la mère des origines, qu'on accuse d'avoir été ingrat, d'avoir vendu ses enfants, qui a établi cette relation de nez contre nez. Ça arrange les prédateurs qui ont profité de cette situation, qui l'ont instituée, mais qui ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Enfin, tout est renvoyé. Alors, dans ce groupe-là qui est complètement acculé, qui ne se retrouve plus, qui n'a plus de repères, à qui on dit désormais « mais non, tu n'es pas du Nigeria, mais non, tu n'es pas du Cameroun, mais non, mais non », voilà. Alors, qu'est-ce qu'on donne à nos peuples pour les j'allais dire, les apaiser, et que les angoisses qui naissent de toutes ces remises en question ne soient pas, j'allais dire, au-delà destructrices, parce que, voilà, on a besoin d'un peuple qui se reconnecte vraiment. J'ai beaucoup pensé à ça, puisque je suis dans ce type de réflexion depuis... début des années 80. Oui, vous l'avez dit. Oui, donc c'est plus de 40 ans de réflexion qui a débouché sur un certain nombre de deux grands mouvements, qui est la notion de diaspora noire et la notion de kamitisme. Donc je suis à l'origine de ces deux approches. D'accord, et on va travailler sur l'anticamitisme. Voilà. Donc, pour revenir à votre question qui est très importante, cette confusion, etc. Moi je dis... en résumé, nous sommes des autochtones. C'est-à-dire, l'autochtone veut dire celui du pays, qui est là avant l'envahisseur. Ici, les Kalinago, les Taïnos, les Amérindiens, entre guillemets, le terme n'est pas correct, mais étaient là, ce sont des autochtones. Tous les peuples africains qui étaient là avant l'arrivée des colonisateurs, avant les invasions religieuses, arabo-musulmanes, ou les invasions... ils y étaient avant colons, ils vont vendre Septima. Ça, c'est concernant les Amériques, les Noirs qui y étaient. Oui. Bon, donc, ce sont des autochtones. Le terme est très important, parce que autochtone veut dire les gens du pays, ceux qui étaient déjà là avant. Les synonymes, ce sont les aborigènes, ça veut dire les gens qui étaient déjà là, les indigènes, ou les paganos, qui a donné païens, c'est-à-dire les gens du pays. C'est-à-dire que les envahisseurs n'aiment pas les gens qui sont là, on les traite d'animistes, on refuse leur identité, on les combat pour pouvoir leur imposer autre chose et les convertir de manière qu'ils deviennent contre eux-mêmes, contre leur notion même de vrais propriétaires de la terre. Les békés, ici, sont dans ce mouvement-là. Parce qu'ils décident à un moment donné qu'il n'y a plus d'autochtones en Martinique, en Guadeloupe. Parce que les autochtones, les habitants, les Amérindiens, entre guillemets, se seraient tous suicidés. Et donc, non, on les a. Il y a eu une guerre contre eux. Il y a eu une guerre, mais ils n'ont jamais disparu. Et ils sont mélangés à la population. Et 90% des Antillais qui sont métissés sont en fait, ils ont du sang de Kalinago, et ça c'est prouvé, et ça a été reconnu, parce que ce sont des décrets de l'Europe de décider à un moment donné, de manière précise à l'époque de Choiseul, qu'il n'y avait plus d'autochtones, donc il n'y avait plus de propriétaires terriens. Comme l'Africain qui avait été déporté en esclavage disait « bon, moi je viens d'arriver, donc je ne suis pas propriétaire l'Amérindien, on a dit qu'il a disparu, alors que c'était le propriétaire légitime, donc le Béké a dit « donc la terre nous appartient ». C'était son plan. Donc aujourd'hui, il possède 90% des terres. Mais vous m'avez dit que
les gens qui font des analyses aujourd'hui d'ADN, de leur ADN, pour montrer leur origine africaine, que c'est voilà, c'est du commerce. Et comment me dites-vous que ceux à qui on dit qu'ils ont du sang caraïbe ou taïno ou je ne sais quoi, pourquoi cette version-là serait plus valable que les autres? C'est une version historique. Non, la question du sang qu'on aurait dans les veines, je veux dire, si on n'accepte pas de reconnaître celui de l'Afrique ou de l'Asie, etc. C'est pas qu'on ne reconnaisse pas. Je dis pas qu'on ne reconnaît pas. Mais je ne peux pas dire que tout 90% de la population a du sang amérindien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il faudrait justement analyser. Vous avez un certain nombre de Quand on vous fait chercheurs. l'analyse ADN, on vous dit vos origines. Et est-ce qu'on dit combien d'Amérindiens, combien de sang amérindiens on a? Vous avez les preuves? Exactement. Parce que donc beaucoup de gens, on leur dit vous avez du sang kouli ou du sang africain ou du sang espagnol, mais ici pour chez nous c'est une légende à mon avis, mais c'est pas grave. Il y avait bien des gens en place. Hier j'ai relu le livre de la Ward, l'histoire des petits colons. Comment ils ont pris les terres, comment ils ont vécu un certain temps, ont découvert les modalités de leur adaptation à travers les Caraïbes qui étaient là, ils les appelaient les Caraïbes, et puis petit à petit, quand le groupe a grossi, des Blancs a grossi, et que la pression sur les terres a été très forte, ils ont mené une guerre aux Caraïbes, et c'est vrai qu'ils les ont pratiquement exterminés. Je ne suis pas d'accord, madame. Je suis désolé. Il y en a qui partent à la Dominique, etc. Non, vous savez, il faut être très précis. Je crois que c'est un aspect de notre histoire que nous ne connaissons pas très bien. Elle est bien expliquée dans certains ouvrages. Dans certains ouvrages, mais ce ne sont pas des ouvrages vulgarisés. Parce qu'aujourd'hui, le débat... Moi, je l'ai relu hier soir, je vous dis. Mais ce n'est pas... Le grand public ne le connaît pas. Moi, je pense que nous avons... Je prends mon cas personnellement. On ne va pas aller trop loin. Moi, mon grand-père est un Amérindien de la Martinique, du Verpré, la famille Félixine. Mon grand-père, c'est le petit frère de tante Émérante, qui est la grand-mère de Serge Letchimy. La famille de Serge Letchimy, interrogez-les. Ils savent tous que tante Émérante, leur grand-mère, était une Amérindienne. Non, il dit qu'il est indien. Non. Son père, Letchimy, est un Indien de l'Inde. Mais sa grand-mère est une Caraïbe, mais lui, entre guillemets. Défini comme indien. Non, mais ça, c'est un choix. Mais dans sa famille... Mais voilà. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est encore cacophonie. Non, c'est pas cacophonie. C'est-à-dire, j'ai pris mon propre cas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé, après l'enterrement de mon grand-père, parce que moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, quand j'arrive, une de mes cousines, Juliette, me dit « Ouais, toi, tu parles toujours d'Afrique, de retour en Afrique, mais tu sais que grand-père, Papa Yvel, lui, il disait qu'il était un Amérindien. Donc, est-ce que tu tiens compte de ça ?» Moi, je dis non, papa Yves, il est noir, mais je sais qu'il a les cheveux un petit peu fins. Je pense qu'il vient de l'Inde. C'est un Dravidien, certainement, de Pondichéry. Il me dit non, il dit qu'il est le dernier Caraïbe. Je dis attends, Juliette, si vraiment ce que tu me dis est vrai, là, ça change mon combat. Parce que je suis obligé de continuer mon combat d'Africain, mais je dois tenir compte du fait. Mais comment? Alors, moi, je veux dire, je comprends. Pour illustrer cette problématique, vous prenez votre cas. Mais est-ce que vous savez, il y a aussi un auteur haïtien qui a écrit, il s'appelle L'Instant, qui a écrit sur ça. Le fait, la racisation du lien, le rejet du noir qui a existé et qui existe encore chez nous, a poussé beaucoup de gens à refuser leurs racines africaines et à se décréter Caraïbes. On a plusieurs auteurs qui ont insisté sur ce phénomène. Et je l'ai retrouvé hier soir encore dans ce livre de la Ward sur les petits colons de la Martinique. Beaucoup d'entre eux se disent descendants de Caraïbes. Voilà la phrase qu'il utilise un peu. Mais est-ce qu'on peut... Et L'Instant, qui est un auteur haïtien, disait que parce qu'ils refusaient de reconnaître leur africanité, ils disaient, comme ici les gens vous disent,
bien qu'étant tout noir, ils vous disent, moi, je suis pas noir ou africain, Oui. parce que j'ai un grand-père, j'ai une goutte de sang blanc. Mais en fait, dans ce délire-là, dans cette eau trouble, ces eaux troubles dans lesquelles on navigue, on a navigué encore, il y a quand même des certitudes. Il y a des gens qui savent d'où ils viennent. Mais il y a Et une on ne chose. peut pas dire aujourd'hui, on a 90% de sang Caraïbes et Attendez, peut-être, il y a- pourquoi pas 2% de sang africain. Oui, mais Et non, c'est bon, pas ça, c'est pas ce que je dis. Non, mais- non. voilà. Laissez-moi être plus précis. Je veux dire, déjà, vous avez cité Ivan Van Sertima. Ils y étaient avant Christophe Colomb. Oui, Une grande partie de la population de la Caraïbe était des Noirs. Les Taïnos étaient des Noirs. Donc déjà, ce sont des gens qui auraient des origines africaines. Et quand je dis que Christophe Colomb, pour faire la traversée, est arrivé en ce qu'il croyait être l'Inde, mais l'idée que c'était que des gens clairs de peau, ça c'est une théorie. Parce que lorsque vous allez à la Dominique aujourd'hui, vous avez une réserve d'Amérindiens, mais ce ne sont pas des gens de la Dominique, ce sont des gens qu'on a parqués là-bas avec cette couleur de peau un peu plus claire pour dire voici les Amérindiens. Ils sont exposés dans une réserve. C'est un genre de musée de zoo. Mais les autres Noirs, les autres Amérindiens, il y a beaucoup qui sont noirs. On sait qu'il y a des Noirs aux États-Unis qui sont ce que vous appelez Oui. des autochtones. Ils étaient là avant l'arrivée des en Africains, Colombie et des autres. Africains qu'on a mis en esclavage. Oui. Mais je veux dire, en même temps, tout ça, c'est très curieux parce que on nous dit que l'origine de l'humanité est en Afrique. On nous dit que la planète était peuplée vous voyez toutes les ruptures qu'il y a dans les explications. On nous dit que la planète était peuplée de Noirs. En Europe, il y a les Yémayas, je ne sais plus qui ont détruit les Noirs qui étaient là. Enfin bref, on a tout ça. Et puis à côté de ça, eh bien, on va chercher du sang encore ailleurs. Les Européens, qui sont les derniers des métis, ne sont jamais traités de métis. Ces blancs-là, qui sont des espèces de, voilà, j'allais dire, de transformation, hein, à l'origine de noirs pour s'adapter dans des pays froids. Vous voyez, c'est cacophonique. Alors, non, c'est pas cacophonique, je dis tout simplement parce que tant qu'on restera sur la race, on aura du mal. Tant qu'on restera sur la race, on aura... C'est le débat. Bon, Amérindien, c'est-à-dire Taïno, Kalinago, pour revenir aux les petites Antilles, et Nubiens, c'est-à-dire africains, entre guillemets, parce que le mot Afrique n'est pas correct, autochtones, donc les deux groupes d'autochtones, même combat. C'est-à-dire que nous sommes face à des prédateurs d'Occident qui viennent pour voler les terres et pour massacrer et pour convertir de force, et puis pour nous enseigner, nous donner leur concept de la vie. Et nous sommes, notre premier malheur, c'est que nous allons à l'école de l'homme blanc, à l'école de Jules Ferry. On n'a pas choisi. Ben, on n'a pas choisi, mais justement, on n'a pas choisi notre aliénation non plus. C'est ce drame-là qui se joue, qui structure nos vies. Donc les gens nous prennent, nous foutent en esclavage, prennent notre travail, nous tiennent la dragée haute, ils développent des postures d'arrogance, de supériorité, de mépris, et les nègres passent leur vie à essayer de comprendre pourquoi on les méprise, et pendant ce temps, leur projet, un vrai projet de vie et de solidarité, peut-être au lieu de dire, voilà, de calculer nos gouttes de sang, on pourrait comprendre qu'on est des victimes, qu'on est tous traités, que ce soit les Africains, les Hindous, les Amérindiens, ceux qui sont restés, etc., on aurait des causes communes à défendre. Au lieu de ça, on est beaucoup dans des préoccupations de sang, de gouttes de sang. Donc on est ce n'est pas mon problème. Hein. On est dans le. Ben justement, moi je pense qu'il faut qu'on mette plus l'accent sur la nécessité de se reconnecter au continent, puisque vous parlez du retour, c'est important. Vous racontez votre parcours, vous expliquez. Donc vous avez passé 62 jours en prison, c'est ça? Oui. Et vous racontez donc d'abord comment on vous y a jeté, parce que... Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on vous oblige finalement à endosser une nationalité que vous refusez, parce que vous... Qui est la nationalité française. La nationalité française, vous considérez que la France est une criminelle et que aucun service d'immigration ne peut vous obliger à accepter cette nationalité, d'ailleurs pour laquelle on ne vous a pas demandé votre avis. Exactement. Voilà. Donc,
vous êtes dans quelque chose d'un rejet. J'ai parlé d'un tsunami, c'est total. C'est-à-dire, c'est pas, oui, on va demander au gouvernement de gérer, de prendre des mesures, parce que vous avez parlé de la loi Taubira. Mais est-ce que vous avez compris comment on l'a désossée? Elle ne sert à rien. C'est une loi qu'on ne veut plus que mémorielle. Et elle sert à quoi? Une loi mémorielle nous sert à quoi? Puisque nous ne pouvons pas nous en prévaloir pour nous défendre. Même la question des réparations est exclue et sortie. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il s'agit... C'est important. C'est très important. Mais vous avez, en fait, au cœur de ce débat, une communauté de Noirs qui n'a pas de projet et qui n'arrive pas à avoir un projet. On ne peut pas en avoir parce qu'on est tout le temps... On peut avoir un projet. Il faudrait sortir un peu du système. Peu importe. S'il faut sortir. Moi, je sors du système tout en y étant et je deviens une plaie à l'intérieur du système parce que je ne l'accepte pas. Et maintenant, je ne me définis pas comme un Martiniquais. Je ne me définis pas comme un Guadeloupéen. On n'existe pas que Martinique. Oui, parce que c'est eux qui ont décidé que nous soyons des Martiniquais. C'est-à-dire que vous avez une communauté amérindienne mélangée à des Africains, et puis Guadeloupe serait un département à part de la Martinique alors que c'est le même peuple. Ce sont les mêmes situations. Pourquoi nous ne sommes pas unis? Pourquoi la Dominique, Sainte-Lucie, tout ça, où nous avons la même histoire, pourquoi nous n'avons pas la capacité de nous unir? Parce que tout simplement, nous sommes entrés dans les concepts de séparation qu'on nous a imposés. Non, la France impose non, la France impose, elle a toujours imposé, mais on se bat aussi. Il y a une manière de se battre efficacement, il y a une manière de ne pas se battre efficacement. C'est exactement sur le continent africain. Le panafricanisme, l'union de l'Afrique, des États artificiels pour avoir les États-Unis d'Afrique, c'est un non-sens. Ça va aboutir à rien parce que la notion d'État est créée par le système occidental. C'est créé par la Révolution française. C'est créé par la constitution des communes. Bon, il y a des auteurs africains qui revendiquent la notion d'État comme étant une création de l'Afrique. Même le mot démographie, la notion de démocratie, on la retrouve aussi aux origines de la civilisation africaine. Quand et comment? Absolument. Ce sont les Européens qui récupèrent la notion de démocratie qui se pratique à travers la gestion dans les chefferies, etc., dans les nations. On a une répartition, une place qui est donnée au peuple, etc., qu'on essaye en Europe, où les gens sont incapables d'envisager une relation égalitaire, même entre eux. Madame, je suis désolé ici, parce que là, nous avons un mot qui n'a aucun sens en profondeur, parce qu'on dit la démocratie, c'est le summum... Non, ça c'est ce que les Européens en ont fait. Laissez-moi terminer. Parce que les Européens en ont fait. Mais on va nous prendre le modèle des Grecs, parce que... Non. Laissez-moi terminer. Non. Le modèle des Grecs, Démos, qui veut dire le peuple, Kratos, le pouvoir, et que Athènes était le modèle. Mais 34% seulement des gens votaient à Athènes, 70% ne votaient pas. Donc c'est pas un modèle. Donc, non, je vous parle de l'Afrique. Mais je sais, je reviens. Parce que quand on dit démocratie, ça veut dire les Africains eux-mêmes pensent que c'est une valeur. Et puis ils vont revendiquer, il y avait la charte de Mandé, où les Africains avaient déjà une forme de démocratie. Non, les Africains avaient autre chose, c'est pas de la démocratie. C'est le mot, on a traduit. Non, Madame, le mot est très important. Oui, il est important, mais moi je ne vous parle pas de ce que les Européens en ont fait. Ils l'ont défini comme démocratie, mais les Africains pratiquaient c'est pas la démocratie qu'ils pratiquaient pas. Ils pratiquaient la maths, c'est-à-dire autre chose. Ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de rapprocher la justice en Afrique avec l'élément, la problématique de la démocratie. La démocratie est une imposition, c'est une dictature. C'est comme ça qu'on tient l'Afrique. Non, on l'a vu aujourd'hui. Hein? On a assez d'exemples pour comprendre qu'en fait, les Européens se fichent du monde. Mais on a bien compris. Et puis, ce n'est pas
ce ne sont pas des peuples qui n'ont jamais envisagé l'égalité et qui l'auraient pratiquée. Et ceux qui vont récupérer leur modèle, en Inde par exemple, eh bien, ils n'ont été capables que de réinstituer un système de caste où les plus blancs sont en haut, les plus noirs sont en bas. Absolument. Donc on sait ça. Aujourd'hui, on sait tout ça. Mais on sait, moi j'ai travaillé beaucoup sur, bon, vous l'appelez la maths, mais j'ai trouvé dans de très vieux, très anciens, alors on a peut-être rendu l'idée par le mot démocratie, qui disent des auteurs qui parlent de l'origine africaine de cette notion-là. Bon, les Africains... Moi, je pense qu'il faut refuser cette notion c'est parce le qu'il y a une idéologie derrière. N'oubliez pas. Aujourd'hui, ça a été... Parce que c'est pas, ce mot-là a été inventé de toutes pièces, a été créé. Donc, c'est un mot que si on l'accepte, on va être induit dans un système qui ne nous représente pas. D'accord. Donc nous, par rapport à tout ce que vous avez fait, donc vous êtes un artiste, vous avez été musicien, compositeur, interprète, etc. Excusez-moi, chers téléspectateurs, hein, on est un peu turc en bloc parce que la situation dans laquelle on est là, elle est turc en bloqué. Voilà, turc en bloqué, ou je ne sais comment dire ça. Homme de communication, donc vous avez parlé de cofondation d'une radio dans la diaspora noire, ça fait à l'époque où vous êtes à Paris. Conférencier, donc vous organisez des conférences en faveur de la communauté noire, des lieux dispensant la technique de l'art oratoire pour doter les CAMIT de l'efficacité dans la communication. Ça, c'est au début, hein, c'était dans les années 80, oui, 90. Au début des années 80. Vous êtes promoteur du camitisme. Et vous, avec l'Institut Mooncam, donc qui a commencé ici, il me semble? Alors, l'Institut a commencé à Paris, et ensuite je l'ai fondé ici. Ici, voilà. Avec Diop, etc. Non. Lui, il est venu après. Non, Diop était là. Mais c'est-à-dire qu'il est venu dans le cadre de mon projet. D'accord. Donc, vous êtes initiateur de retour, et on comprend le titre de votre livre, Les enjeux du retour, et ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent, c'est toute la complexité de la situation, parce que à la fois nous et les pays africains, nous sommes embourbés dans quelque chose dans lequel nous aurons duquel nous aurons du mal à sortir. Mais vous proposez une solution, il faut qu'on essaye de voir. Initiateur du retour à la tête de la caravane du retour que vous fondez en 2002. Hein, vous quittez la Martinique. Et puis, vous entreprenez donc le grand retour en Nubie, continuant ancestral, en 2003. Vous êtes concepteur de l'anticamitisme. Est-ce que vous voulez expliquer ça aux téléspectateurs? Oui, je trouve que... Kamit, c'est noir? Kamit veut dire noir, au départ. Après, d'autres personnes ont voulu mettre dans le mot kamit plus que ça, plus que la peau. Ils ont voulu introduire une forme de spiritualité ancestrale symbolisée par les civilisations de l'Égypte pharaonique. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui. Parce que, effectivement, quand vous regardez les textes égyptiens, vous vous rendez compte que les divinités, toutes les grandes divinités ou toutes les divinités de l'Égypte pharaonique sont appelées des kamites. Que ce soit Osiris, que ce soit Horus, que ce soit Isis, que ce soit Nephti, etc. Tous. Et Cheikh Anta l'explique aussi bien. Voilà, donc c'est un mot qui veut dire noir, mais c'est comme s'il y a derrière ce mot-là quelque chose de plus que l'apparence physique seulement. Bon, donc l'anticamitisme, pour moi, anti, préfixe grec qui veut dire contre, comme les Juifs utilisent antisémitisme. Donc je dis, ce serait bien de voir scientifiquement la manière dont on a ostracisé les gens qui avaient la peau noire. Donc il y a un racisme anti-noir, négrophobique, etc. Bon, donc il fallait, j'ai compris ça depuis les années 80, 90 surtout, et donc j'ai lancé ce mouvement, l'anticamitisme. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, et c'est à partir des réseaux sociaux que le terme va vraiment entrer dans la communauté. Et donc, cette ligue contre l'anticamitisme a été créée donc en 2004 à Gorée, devant la communauté internationale, organisée par l'île de Gorée qui m'a reçu,
avec... Vous avez parlé de l'université des mutants. Ah oui, il existait une université des mutants. J'ai participé, j'ai participé à la dernière création, à la dernière... Qui a été voulu par Wade. Non, ça n'est pas voulu par Wade, c'est Senghor. C'est Senghor qui a créé cela avec Garaudy, avec l'UNESCO. Oui. Ils ont créé cet institut. Et puis, quand nous sommes arrivés, donc il y avait déjà eu 28 ans que ça fonctionnait, j'ai été diplômé de cette université, Imanier aussi, et puis l'année après, c'était fini. Donc ils ont fermé les portes. Ils ont fermé. Je pense que peut-être notre présence apportait autre chose, une réflexion plus puissante, sachant que le président Wade, avec tout le respect que je lui dois pour certains aspects, était dans des contradictions, parce que c'était le seul président africain qui était contre la réparation. Il était contre, tout en étant suffisamment généreux pour m'ouvrir les portes. Il avait ses propres contradictions, peut-être, bon, pour des raisons que je ne vais pas traiter maintenant. C'était peut-être pas des contradictions, mais des pressions. Bon, on connaît... Maintenant, voilà, malheureusement, la lumière s'allume, nous fait signe que... Je voulais vous signaler, chers téléspectateurs, bon, il faut entrer dans l'ouvrage de Sékou Manga, qu'on vous a montré. Voilà, il est à l'écran pour, on va dire, voilà, le suivre dans ses péripéties, ses déboires, cette prison. Bon, vous ne parlez pas du tout de l'expérience en interne que vous avez vécue, mais vous êtes libre, ça veut dire que non, je vous ne allez suis en pas sortir. Libre. Non, je ne suis pas libre. Parce vous êtes oui, je suis toujours un prisonnier à ciel ouvert. On vous a raccompagné à la frontière. On m'a ramené parce que je n'ai pas accepté que l'ambassade de France m'assiste. C'est ça. En tant que Français, parce qu'ils disent vous êtes un Français, on vous assiste. Et moi, j'ai congédié l'ambassade. Donc vous êtes un apatride actuellement. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est une vision statutaire. Au début, je me disais rapatrié au début, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que je sais qui je suis, ce que je veux être et quel combat il faut mener. Non, par rapport aux normes internationales, c'est ça. Bon, ces normes-là, je ne les reconnais pas non plus. Parce que je crois qu'à un moment donné, on doit rentrer en rupture avec un système de dictature mondiale internationale qui s'impose sans aucune légitimité. Les peuples autochtones doivent résister. Ce sont les seuls qui étaient là avant, qui ont le droit de résister juridiquement, déjà avec leur propre institution juridique. C'est-à-dire que si nous attendons que la Cour pénale, les institutions de l'ONU, créées par les colonisateurs eux-mêmes, nous aident, eh bien, on ne va jamais y arriver. Donc, il faut créer notre propre système, juger l'Occident. C'est ça. Donc, quand ils n'ont pas le temps de nous exterminer avant. Ils n'arriveront pas. Vous avez vu le nombre de... Oui, mais beaucoup de... Non. Écoutez, pourquoi ils ne peuvent pas arriver ? Parce qu'ils ont attaqué, depuis Rome, ils ont attaqué les peuples autochtones. Et nous sommes toujours là, plus forts que jamais. Oui, mais bien diminué quand même. Hein. Mais c'est par l'esprit qu'on résiste. Oui, donc... mais bon, il faut... Moi, je tenais à vous dire, chers amis, que Sékou Manga est on va dire celui qui va promouvoir, le promoteur de ce qu'il appelle l'anticamitisme. Donc là où nous parlons de racisme anti-noir ou de racisme anti-négriste, il propose un terme qui, à mon avis, est très efficace, c'est l'anticamitisme. Il faut juste savoir que kamit, c'est noir. Et sa phrase presque, voilà, qui symbolise cette signification, c'est plus insidieux que l'antisémitisme, l'anticamitisme à l'origine des souffrances de l'Afrique et de la race noire. Alors, je lisais cette phrase-là pour vous dire que ceux qui comprennent de travers le travail que je fais, c'est-à-dire de dénoncer le racisme qui existe contre les Noirs de notre société, et j'ai des tonnes de témoignages. Si vous voulez, on fait un débat contradictoire, j'ai des tonnes de témoignages des souffrances des gens à peau noire de chez nous qui sont martyrisés par leurs soi-disant compatriotes. Alors, que le stigmate de noiriste me soit appliqué, je suis vraiment désolée parce que j'y vois là un rapport, mais vraiment très malhonnête de force qui vous empêche de compatir
d'avoir de l'empathie pour les souffrances des nôtres. J'ai déjà dit que nous avons un tas de faciès différents, mais que nous sommes un peuple et que notre souci doit être de protéger les nôtres qui sont les plus exposés à l'arbitraire racial, social, économique, etc. Mais non, au lieu de ça, vous pavanez dans vos peaux, dans vos apparences, etc. Vous jetez l'opprobre sur l'Afrique, vous crachez dessus, vous croyez que vous êtes une engeance de je ne sais quelle supériorité, et quand on dénonce ça, vous refusez de l'accepter et vous traitez les gens de noiristes. Mais je vais vous faire un jour un cours sur ce que signifie être noiriste. Et est-ce que par hasard, dans un monde aussi blanc, aussi blanchi, aussi dominé par les Blancs, parfois dire qu'on est noir, comme Césaire l'a fait, mais lui, il l'a fait pour la négritude, qui était un mouvement culturel. Est-ce que parfois, on n'est pas tenté aussi de dire que noir is beautiful, pourquoi pas? Voilà, donc je vous remercie beaucoup, c'est good d'avoir été là. On n'a pas beaucoup pu parler de beaucoup de choses parce que vous avez un parcours, il y a une bibliographie. On peut vous retrouver sur votre... dans le livre, vous donnez un lien? Mais je suis sous les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et dans le livre aussi, si vous le lisez, quand vous le lirez, il donne un lien où vous trouvez, donc j'ai photocopié une dizaine, 12, oui plus que cela, de pages où il explique la démarche. Il explique aussi l'origine du racisme imputé aux Arabes, etc., aux Juifs, etc., et le projet qu'il a de réunir les enfants du continent dans quelque chose qui fera sauter les barrières, les barrières de race, les séquelles du traité de Berlin, etc., eh bien, c'est un vaste pèlerinage qu'il a appelé, comment vous l'appelez, pour démanteler les frontières, le Zilabazadeh. Zambéla. Zambéla. Alors, Zambéla veut dire... Zambé, c'est la divinité suprême. Voilà. Zambéla, c'est la présence de cette divinité. Donc, nous devons nous unir autour de ce concept. Voilà. Pour un royaume uni et non les États-Unis. Il faut unir les royaumes autochtones pour faire exploser les frontières artificielles qui nous sont imposées. Voilà. Donc vous proposez que dans le cadre d'un grand pèlerinage bien organisé, vous l'avez bien décrit dans l'ouvrage, ce qui sera organisé pour les gens qui y viendront. À partir de 2024, c'est ça. Donc, dans le livre, vous trouverez, si vous êtes intéressé par ce pèlerinage, et puis aussi entrer dans cette problématique qui est difficile, j'avoue. Nos identités, beaucoup d'identités des nôtres sont fragiles, fragilisées, et on a peur de tout, parce qu'on a l'impression que le sol se dérobe sous nos yeux. Mais jetez-vous à l'eau. N'ayez pas peur, parce qu'il y a des gens là qui vont vous rattraper, vous aider à tenir debout. D'accord? Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et puis merci d'avoir été là, chers téléspectateurs. Mais on vous attend pour de prochains débats. Mais pas perdre la cape. À bientôt.